Il est 18h15, je déclare notre séance du Conseil de communauté ouverte. Je tiens à souhaiter tous mes vœux de bonne année à ceux que je n'aurais pu saluer. Bonjour Monsieur Charlemagne, on vous a vu avec un grand homme à côté de vous, voilà. J'espère qu'il brûlera bien. Pour tous ceux qui ne le savent pas, Monsieur Charlemagne a désormais son géant. Je vous propose de désigner Madame Séverine Vic-Benjamin de notre Assemblée comme secrétaire de séance. Êtes-vous d'accord avec cette proposition? Pas d'opposition, je vous en remercie. Je vais maintenant faire procéder à l'appel des membres de notre Assemblée et demander justement à Madame Vic d'assurer cette charge. Madame Vic, je vous passe la parole. Est-ce qu'on peut donner un micro à Madame Vic? Parfait. Merci. Présent. Monsieur Bernard Wesbecker. Madame Martine Arlabos. Monsieur Franck Dersin. Monsieur Francis Bassemont. Madame Karima Benarab. Monsieur Christian Hutin. Monsieur Damien Carême. Monsieur Patrice Vergrit. Monsieur David Bayeul. Madame Isabelle Kerkhoff. Monsieur Bertrand Ringoux. Monsieur Léon Devlois, Madame Catherine Verlinde, Monsieur Éric Rommel, Monsieur Sonny Clincard, Madame Monique Bonin, Monsieur Jean-Luc Darcourt, Monsieur André Henbert, Monsieur Jean Decolle, Monsieur Claude Charlemagne, Monsieur Jean-Luc Goudblout, Monsieur Roméo Ragazzo, Madame Fabienne Castel, Monsieur Jean-François Montagne, Madame Laïla Neidji, Monsieur Johnny de Coster, Monsieur Jean-Yves Frémont, Monsieur Didier Bicoff, Monsieur Martial Beillard, Monsieur Bernard Monté, Monsieur Yves McClive, Madame Sabrina Kelaf, Monsieur Bernard Faucon, Monsieur Jean-Philippe Titeka, Madame Julie Bécard, Madame Isabelle Marchilly, Madame Isabelle Fernandez, Madame Josiane Algoët, Madame Barbara Bayeul-Rochard, Madame Mélanie Lemaire, Madame Patricia Lessieux, Monsieur Laurent Van Richem, Madame Martine Coudeville, Madame Annette Disselkamp, Monsieur Régis Douillet, Madame Nadia Farissi, Monsieur Guillaume Florent, Monsieur Guy Lécluse, Monsieur Alain Simon, Madame Catherine Serré, Madame Stéphanie Perren, Monsieur Yves Panquin, Monsieur Pascal Lequin, Madame Séverine Vic présente, Madame Marjorie Éloi Vaturier, Madame Alice Varé, Monsieur Frédéric Vanille, Monsieur Michel Tomazek, Monsieur Gérard Gourville, Madame Joëlle Croquet, Madame Claudine Dusselier, Monsieur Olivier Berthe, Madame Nicole Lustre, Monsieur Jean-Christophe Plaquet, Madame Marilyn Vandenbosch, Madame Claudine Barbier, Madame Laetitia Millois, Madame Martine Fortuit, Monsieur Philippe Emery. Merci Madame Vic. Le quorum est atteint, nous pouvons donc délibérer. Par avant, et comme à l'accoutumée, je reviens sur quelques points saillants de notre actualité locale. Tout d'abord, nous pouvons nous réjouir des très bons résultats enregistrés par le Grand Port Maritime. Avec 7% de croissance en 2016, le trafic conteneur a notamment connu une forte progression qui laisse augurer de belles perspectives pour l'avenir en matière d'emploi. Depuis notre dernier conseil, nous avons également accueilli Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Après avoir inauguré la nouvelle unité de biocarburant, Beauty Fuel, à Mardic, la ministre est venue en mairie de Dunkerque annoncer officiellement le lancement de la procédure concernant le projet d'implantation d'éoliennes offshore au large de notre littoral. Une procédure accélérée qui nous permettra de connaître rapidement les intentions des opérateurs privés. La fondation, le Dunkerquois solidaire pour l'emploi, a été lancée. Chaque particulier et chaque entreprise a donc maintenant la possibilité d'effectuer un don
afin de permettre aux chômeurs de longue durée de retrouver un emploi en exerçant une activité utile aux habitants de notre agglomération. Et parce que les dons sont défiscalisables, cette démarche vous permet également d'orienter l'impôt que vous payez à l'État directement au bénéfice du Dunkerquois. De nombreuses familles comptent donc sur votre générosité. En matière de tourisme de mémoire, vous le savez, plusieurs chantiers ont démarré. Le musée Dunkerque 1940, opération Dynamo, est en cours d'extension. Suite à notre appel à projet, le Princesse Elisabeth, qui fut, je le rappelle, l'un des Little Ships de l'opération Dynamo, se transformera bientôt en un restaurant dont l'ambiance s'inspirera des années 1940, un projet qui permettra la création de 12 emplois. Enfin, comme j'avais pu l'annoncer lors du colloque Ville-Mémoire, la communauté urbaine a lancé une consultation afin de confier à un artiste la conception et la réalisation d'une œuvre d'art dédiée à l'opération Dynamo. Une œuvre qui doit trouver sa place dans le quartier du Grand Large, sur le terre-plein à proximité du musée. Vous l'avez à l'écran. 3 exigences ont été exprimées aux artistes. Tout d'abord, l'œuvre devra incarner ce que l'on appelle l'esprit de Dunkerque, et donc la résilience, la capacité à se relever, même quand tout semble perdu. Elle devra ensuite être accessible au plus grand nombre. Enfin, elle devra être largement visible depuis le monument situé sur la digue des Alliés et faire le lien par sa symbolique entre le musée Dynamo et le FRAC. Cette œuvre a vocation à être pérenne. Elle doit apparaître comme un véritable signal dans l'espace public et constituer le premier jalon d'un parcours reliant la station balnéaire de Malo-les-Bains au centre d'agglomération. S'agissant d'un signal urbain fort qui fait écho à un événement majeur de notre histoire commune, j'ai demandé aux services communautaires d'organiser une consultation afin de recueillir l'avis de la population. Les propositions des 3 artistes présélectionnés, Norman Dilworth, Xavier de Gans et Séverine Hubbard, seront présentées à la population entre le 22 février et le 3 mars dans 5 lieux successifs. La maison de quartier de la Timonerie, dans le quartier du Grand Large, l'Université du Littoral Côte d'Opale, l'École supérieure d'art, le SIAC à Bourbourg et enfin le Pôle Marine. Les habitants de la communauté urbaine qui souhaitent donner leur avis devront donc se rendre dans l'un des lieux munis d'une pièce d'identité sur laquelle figure l'adresse justifiant de l'appartenance à l'une des communes de la CUDE ou d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Les 3 propositions seront présentées sur des supports de communication et les habitants pourront s'exprimer à l'aide d'un bulletin. Les dates des permanences dans les différents lieux feront l'objet d'une information via la presse et les supports de communication de la communauté urbaine. Vous êtes donc tous cordialement invités à vous exprimer sur le choix qui sera retenu. Dans le reste de l'actualité, je tiens à féliciter tout d'abord Thomas Ruyant, auteur d'une très grande performance au Vendée Globe, le tennisman launois Lucas Pouille, désigné par ses pairs comme la meilleure progression de l'année 2016, puisqu'il termine au 15e rang mondial, et l'haltérophile Romain Imadouchen du club athlétique de Rosendal, qui a remporté le bronze au championnat d'Europe des moins de 23 ans. En matière sportive, je vous rappelle également que la communauté urbaine a choisi le projet pour la rénovation du stade Tribu et que celui-ci est porté par un architecte dunkerquois, Olivier Sockel. Les travaux démarreront à la fin de l'année par la démolition de la tribune sud. Je tenais aussi à vous informer que les bus seront gratuits demain sur l'ensemble du réseau Decabus en raison de la persistance d'un niveau d'alerte en matière de pollution aux particules. À midi, Atmo prévoyait en effet pour demain un 4e jour consécutif de niveau de pollution aux particules supérieur à 8. Je conclurai mon propos introductif en félicitant le Dunkerquois François Lavallée, élu président de la Chambre de commerce et d'industrie littorale Hauts-de-France. Je vous propose à présent d'aborder notre ordre du jour et je vais immédiatement passer la parole à M. Hutin pour ses 9 délibérations, mais surtout pour la présentation du budget.
Oui, merci Monsieur le Président. En effet, la première délibération, ce sera une présentation synthétique, didactique, j'espère pédagogique de notre budget. Bien, présentation de notre budget par un certain nombre de diapositives qui devraient arriver. Voilà. Non, slide, c'est américain. C'est mon côté chevènementiste. Diapositif, je suis né en 61. Le palmarès de la chanson, Gilles Margaritis, enfin voilà. Bien. Alors, il y a trois caractéristiques principales de notre budget. On a une forte baisse des recettes, vous le verrez. Il y a une belle et réelle maîtrise des dépenses de gestion. Et puis, on a décidé aussi collectivement une solidarité locale entre nous, communautaires, qui se poursuit. On va vous présenter les principales données budgétaires. Alors, les recettes de fonctionnement, dans les tous budgets confondus, sont en forte baisse, de l'ordre de 7,175 millions d'euros. D'une année sur l'autre, c'est à peu près moins 1,66%. Les dépenses de fonctionnement baissent également, de l'ordre de plus de 3 millions d'euros, moins 0,84%. Par voie de conséquence, évidemment, l'épargne connaît une baisse logique, l'épargne brute de 3,8 millions et l'épargne nette de 5,2 millions. Pour nos recettes de fonctionnement, les recettes poursuivent leur baisse en 2017, et ce sont les mêmes causes qu'en 2016, puisque nous avons à nouveau, malheureusement, à subir une baisse des dotations de l'État. Les recettes fiscales, vous le savez, la communauté urbaine, c'est essentiellement des recettes économiques, sont stables. Et on souligne également que les taux demeureront inchangés. Les compensations fiscales nationales par l'État sont inchangées d'une année sur l'autre. C'est l'ancienne TP, etc. Les compensations fiscales locales, par contre, elles connaissent une baisse importante de plus de 34%. C'est légitime, c'est l'ancienne loi Strauss-Kahn et tout ça va aller à l'extinction. Le prélèvement du fonds de péréquation nationale, le FPIC, dont on a souvent parlé ici, qui nous oblige à reverser un certain nombre d'autres collectivités des sommes non négligeables, augmente à nouveau en 2017 pour atteindre plus de 7 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on redonne 7 millions d'euros sur notre richesse, entre guillemets, communautaire, et en particulier sur l'impôt que nous touchons, sur l'impôt économique. La dotation globale de fonctionnement baisse quant à elle de plus de 7%. Ça, c'est l'État, moins presque 3 millions d'euros, pour une perte cumulée, et il est important de le rappeler, depuis 2014 de plus de 15 millions. En conclusion, nous avons un produit fiscal stable, des dotations d'État en baisse et un prélèvement accru au titre de la péréquation nationale, le FPIC, qui nous entraîne obligatoirement vers une baisse des ressources qui est à peu près de 4 millions d'euros pour 2017. On va passer au budget des ordures ménagères. Le budget des ordures ménagères est en légère diminution en raison d'un certain nombre d'opérations exceptionnelles effectuées, constatées en 2016. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est en légère hausse. Alors c'est l'évolution simplement des bases fiscales. Le taux demeure inchangé. La participation du budget principal à celui des ordures ménagères est donc en baisse environ 10%. Pour le budget assainissement, les recettes devraient également baisser en 2017 de plus d'1 million d'euros. Alors, malgré une hausse de la redevance, parce que nous l'indexons sur l'inflation prévisionnelle, le produit escompté devrait baisser d'à peu près 1 million. En fait, on s'est renseigné auprès du délégataire. Pourquoi est-ce que ça baisse? C'est parce que les gens consomment moins d'eau. Et c'est la raison. Pour le budget transport, les recettes sont stables. Le versement transport ne varie pas en 2017. Pour mémoire, une partie de ce produit finance le projet THNS qui est en cours, en particulier aujourd'hui sur la RN1. Les recettes de transport baissent très légèrement, 100 000 euros. La participation du budget principal baisse également de près de 1,4 million en raison de la reprise partielle de provisions du THNS. En dernier lieu, au chapitre recettes, nous avons notre budget GEMAPI. Vous savez, c'est une nouvelle loi que nous avons, une nouvelle loi et de nouvelles dispositions, une décision communautaire qui nous l'a fait adopter. Il s'agit de gérer le problème de nos watringues et de la submersion marine. La hauteur de la taxe avait été votée à hauteur de 3 millions. Nous la garderons à la même hauteur. Pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, rappelez également les éléments de cadrage qui ont visé l'élaboration de ce budget. On fait un programme pluriannuel d'économie. On essaie sur les charges de gestion, sur les subventions, sur les charges du personnel. Et en même temps, on essaie d'avoir un effort accru de la solidarité communautaire. Les dépenses baissent donc de plus de 3 millions d'euros. Nous avons eu des objectifs qui ont été largement atteints cette année. Je rappelle qu'ils sont pluriannuels, c'est-à-dire que ce sera peut-être beaucoup moins l'année prochaine. Mais cette année, c'est particulier. Les objectifs fixés pour ce budget sont atteints.
Pour les dépenses de personnel, on avait fixé un objectif à 0,75%, ce qui nous semblait raisonnable. On a été au-dessus à 1,33%. Ça dépend aussi des départs en retraite. Une année, une autre. Les années sont différentes. Les charges de personnel pour le service transport augmentent de 4%. C'est en particulier avec le délégataire. Il y a plus de personnel chez notre délégataire. Les charges de service public, tout budget confondu, baissent de plus de 4% au global. Chacun des budgets dépasse l'objectif de réduction moyen qui a été fixé. Je rappelle à nouveau que c'est sur un mandat, c'est pluriannuel, ce sera probablement moins l'année prochaine. Les charges du service public du budget transport sont stables d'un exercice à l'autre. Pour ce qui concerne les subventions, on avait fixé un objectif de baisse de 1,5% par an sur les 3 prochains exercices. Alors, on n'a pas atteint l'objectif là-dessus, mais c'est à relativiser également, puisque nous avons, je vous le rappelle, au mois de novembre, le Conseil a décidé de créer la régie Plaisance. Et évidemment, cette création a un effet sur le budget. Les intérêts de la dette baissent en raison d'une stratégie active de gestion de ce poste. Je tiens à souligner le remarquable travail de notre service financier qui travaille au jour le jour, afin de profiter des taux actuels qui sont les plus bas. On a une petite baisse de contribution au niveau du SDIS également. On le souhaitait, le SDIS est encore assez cher, mais bon, il y a une petite baisse et c'est plutôt satisfaisant. Le poste reversement aux communes, il baisse artificiellement parce que vous le savez, on a eu un certain nombre de services qui sont devenus communs et communautaires. Donc là, cette baisse est artificielle, mais d'autres postes augmentent d'un même montant. L'enveloppe de la DSC classique, conformément aux engagements que nous avions pris, en fonction de nos éventuelles nouvelles richesses, augmentera à hauteur de 558 000 € pour 2017. Nos dépenses d'investissement. Un bref rappel du cadrage des investissements que nous avions arrêté dans le cadre du PPI. On avait prévu une enveloppe de 75 millions sur 5 années, soit un engagement d'investir 75 dans l'économie du Dunkerquois et nos investissements, 75 millions par an. À ce jour, on a dépassé un petit peu, il y a plus de projets que d'argent dans les caisses. Il y aura donc un certain nombre d'arbitrages qui devront être établis. Par contre, il n'y a pas une inquiétude majeure dans la mesure où les projets ne démarrent pas tout de suite. Tous les maires savent qu'entre l'idée d'un projet et sa concrétisation, ça peut prendre un petit peu de temps. Et donc, mais il y aura un certain nombre d'arbitrages à effectuer. Et chaque vice-président, puisque nous fonctionnons désormais comme ça, avec une responsabilité de chaque vice-président avec son enveloppe dans le cadre de sa délégation, pourra arbitrer sur un certain nombre de décisions. Les dépenses d'équipement en 2017, 112 millions budget principal, 31 millions au titre du THNS, ça c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, et puis 940 000 au titre de GEMAPI sur les wateringues et les menaces de submersion. Les investissements se décomposent en deux. Vous le savez, il y a les investissements récurrents, qui sont ceux qui sont obligatoires, qui sont affichés devant vous, qui sont ceux sur lesquels on n'a pas de réelle possibilité de diminution d'intervention, mais c'est légitime, c'est le service à la population. C'est essentiellement la mobilité voirie, l'assainissement, l'habitat, les déchets, l'entretien du patrimoine, et vous avez l'ensemble du détail. La seconde enveloppe, c'est celle des projets directement, c'est presque 70 millions d'euros. Et tout ça se répartit par grandes thématiques. Alors, je vais montrer, il y a un certain nombre de montants qui sont définis par délégation. Vous les avez devant vous. On peut apporter des précisions si vous voulez, mais l'ensemble de ces... les plus gros, par exemple, cette année, c'est l'urbanisme, l'environnement, énergie, transport, 12 millions. Le sport de haut niveau, il y aura la patinoire, le stade Tribu pour 10 millions. L'ANRU, qui va démarrer dès l'année prochaine, sur lequel on va commencer à agir. Le tourisme, également, sur lequel on s'oriente, en particulier avec le film qui va sortir en juillet, et les déchets, la voirie et les espaces
d'entre eux cette année. Et donc, ça nous permet d'avoir une vision raisonnée de tout ce qui se passe. Et puis, en plus, et pour terminer, l'un des éléments majeurs de ce budget, c'est de dire qu'on maintient pour l'agglomération un investissement important, puisque ce sera à hauteur de 75 millions cette année, peut-être un petit peu plus, qui est essentiel, ne serait-ce que pour l'emploi et nos entreprises. Voilà, Monsieur le Président, la présentation synthétique de notre budget. Merci, Monsieur Hutin. Alors, j'avais noté Monsieur Carême. J'ai noté Monsieur Ringot également. Y a-t-il d'autres intervenants? Madame Kerkhoff, Monsieur Emery. Allez-y, Monsieur Carême, Monsieur Bailleul. OK. Allez-y, Monsieur Carême. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, je ne reviendrai pas, bien évidemment, sur les chiffres exposés par le vice-président aux Finances il y a quelques instants. Ce fut suffisamment limpide. Notre groupe prend bonne note de cette présentation du budget dans lequel la maîtrise des dépenses de fonctionnement est poursuivie dans un contexte contraint que nous connaissons tous dans nos collectivités et qui nous laisse donc peu de marge de manœuvre. Ce budget reste pour moi la concrétisation de notre ambitieux projet communautaire, plaçant le renforcement de l'attractivité de notre territoire et l'amélioration de nos services publics comme fer de lance. Ceci dans cette réflexion impérieuse qui s'impose de réussir la transition de notre territoire. C'est une nécessité absolue au regard du dérèglement climatique, de la raréfaction des énergies fossiles, de la fin du modèle de développement du XXe siècle à l'origine de toutes les crises simultanées que nous traversons aujourd'hui et qui est un moment inédit de notre histoire. C'est une nécessité absolue aussi en matière de creusement des inégalités continues dans notre territoire. C'est une nécessité aussi en matière d'emploi. On voit bien aujourd'hui ce qu'a généré notre ancien modèle de développement. 5 millions de demandeurs d'emploi, 8 millions de pauvres et 12 millions de précaires énergétiques dans notre pays. C'est donc une nécessité absolue aussi en termes d'emploi. Une étude récente d'ONG confirme une étude de l'ADEME qui est sortie il y a à peu près un an, que la transition énergétique créerait 1 million d'emplois dans notre pays, y compris en intégrant les emplois qui changeraient, donc qui seraient détruits. Donc ça fait 1 300 000 emplois exactement créés contre 300 000 emplois détruits dans d'autres secteurs. Alors oui, il nous faut passer à la vitesse supérieure. Le sommet de Quito ne s'est d'ailleurs pas trompé. Les collectivités sont en première ligne dans cette bataille acharnée que nous devons mener. Personne d'autre ne le fera à notre place. Je me réjouis donc des actions que notre institution a pu décider avec les grands travaux, à l'image du programme DK+ de mobilité, dont Christian Hutin rappelait les importants travaux en cours, mais aussi avec notre ambition d'affirmer notre territoire dans des solutions d'avenir, à travers, par exemple, l'arrivée du CEA Tech, qui ouvrira dans quelques mois son showroom autour du froid, mais aussi de l'incubateur Eura Énergie, le dispositif Réflexe Énergie, pour plus de 1600 dossiers en 2016, contre 1300 en 2014. Vous voyez l'augmentation. Je me réjouis encore que nous augmentions les aides communautaires dans ce budget-là, passant l'enveloppe de 900 000 € à 1 million d'euros. L'expérience nous prouve, donc avec le retour d'expérience, nous prouve en effet que 1 million d'aides Réflexe Énergie générait 1 euro de travaux d'aide Réflexe Énergie générait 11 euros d'activité économique. 1 euro génère 11 euros. Je n'oublie pas non plus des assises européennes de l'énergie, l'éolien offshore qui arrive, la turbine qui préfigure nos actions et solutions vers des filières d'avenir créatrices d'emplois. Il est, je pense, important, au vu de traiter l'avenir du site SRD, de trouver des actions créatrices d'emplois à la hauteur des fermetures de sites historiques. Il nous faut aider ces hommes et ces femmes à défendre leur domaine d'expertise avec de nouvelles solutions. De la même façon, je tenais à souligner l'action dans le cadre de la solidarité intercommunale visant à préserver l'unité de notre territoire. On le dit souvent, c'est une première nationale, voire la seule expérience nationale au sein des intercommunalités, accordant de manière exceptionnelle des dotations aux communes qui souffrent de déséquilibres financiers, et on l'a vu ces 2 dernières années. Malheureusement, le projet de loi de finances 2017 adopté récemment au Parlement ne va pas dans notre sens, une fois encore, en poursuivant inévitablement ces ponctions désastreuses sur nos dotations. Je venais de montrer un schéma au président en aparté qui montre bien que les investissements publics sont encore en régression parce qu'on ne peut pas tout mener. Et donc, dans ce fameux PIB qu'on prend souvent en référence, ça devient catastrophique.
Monsieur le Président, chers collègues, à la lecture des données et avec les explications fournies en commission, mais aussi ce soir par le vice-président aux finances, mais surtout en raison des ambitions affichées par notre collectivité qui démontrent sa capacité à assumer son rôle et à respecter scrupuleusement ses ambitions, avec notamment une baisse des dépenses de fonctionnement qui intègre des efforts de gestion, une augmentation de la solidarité envers les communes membres via la dotation de solidarité communautaire, l'engagement affiché d'accompagner financièrement toutes les orientations adoptées après les États généraux de l'emploi local et surtout au regard de notre projet communautaire. Et enfin, ça viendra peut-être un peu plus tard, mais le gel des taux d'imposition, la communauté urbaine prenant à sa charge l'augmentation des coûts, permettant de ne pas gréver le pouvoir d'achat de la population de l'agglomération dunkerquoise. Il est donc clair, Monsieur le Président, que le groupe socialiste et écologiste communautaire approuvera ce budget. Merci, Monsieur Carême. Monsieur Ringoux. Et merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Le groupe littoral gagnant, composé d'élus des communes d'Ambrousse-Capelle, de Capelle-la-Grande, de Dunkerque, de Fort-Mardy, de Gravelines et de Spicaire, se félicite du vote du budget 2017 de notre collectivité en janvier, permettant ainsi pour nos services, mais aussi pour nos structures partenaires, d'avoir très tôt, dès le début de l'année, une visibilité budgétaire claire sur les participations et engagements communautaires. Nous constatons pour ce troisième exercice budgétaire complet du mandat une montée en charge des investissements dont il faut se féliciter, avec des créations d'équipements, des rénovations attendues, mais aussi d'importants travaux de voirie sur le cœur d'agglomération, avec notamment la réalisation du transport en commun en site propre, initié il y a plusieurs années. Nous formulons le souhait que nous soyons en mesure de réaliser techniquement ces travaux dans les meilleurs délais, et de mandater ainsi les 75 millions d'euros, chiffre cible par an d'investissement, sur les 5 exercices budgétaires 2016-2020, soit un total de 375 millions d'euros cumulés sur la période d'investissement des 5 ans à venir. La commande publique de la communauté urbaine de Dunkerque, ajoutée à celle des communes, est un puissant levier pour soutenir l'emploi, notamment dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. En cela, il convient en interne de toujours veiller, et c'est le cas, à une amélioration permanente de ces taux d'exécution, année par année, des crédits d'investissement annuels. De même, dans le domaine de la production de logements, sur des secteurs identifiés sur le territoire, nous aurons à rythmer ces réalisations effectives, de manière à ce que celles-ci puissent répondre aux aspirations des populations et être réalisées sur le mandat. Je sais sur ce sujet que les services et les vice-présidents concernés ont à cœur d'atteindre ces objectifs des élus pour le mandat, malgré les très nombreuses contraintes qui s'amplifient, il faut le rappeler. En 2017, la compétence GEMAPI continuera sa montée en charge avec des opérations identifiées sur les perrets, par exemple du port de Gravelines-Grandfort, de gestion des écluses, mais également sur la digue de Malo, pour ne citer que quelques exemples des opérations fléchées sur cette compétence nouvelle pour notre collectivité. Le plan d'action de prévention des inondations du delta de l'Aa, le PAPI, présenté récemment aux instances nationales, a recensé sur le secteur Calais-Dunkerque près de 30 millions d'euros d'investissements qui seront fortement subventionnés par l'Europe et l'État afin de conforter nos wateringues et ouvrages hydrauliques. Nous aurons à mettre en œuvre ces opérations en coordination étroite avec les maîtres d'ouvrage concernés. Dans le domaine des investissements, il serait d'ailleurs, je crois, intéressant de croiser avec le département, la région, voire l'État, tous nos projets et de voir de quelle manière ils peuvent être accompagnés sur la période. Je sais d'ailleurs que ce travail a été fait pour le projet de site propre avec le département et la région. Quelques mots sur le fonctionnement de notre collectivité afin de constater les efforts fournis pour maintenir un haut niveau de service à la population tout en s'adaptant aux efforts de péréquation difficiles et de baisse des dotations, rappelé par Christian Hutin, mis en œuvre par l'État dans le cadre du plan d'économie de 50 milliards d'euros réalisé sous la mandature actuelle. Le grand débat politique national qui va s'ouvrir sera, je crois, l'occasion pour notre littoral dunkerquois d'exprimer ses attentes dans le domaine de cette fiscalité des territoires industriels et portuaires. Vaste sujet à un moment où arrivera en 2017 un grand débat public crucial pour l'avenir du port de Dunkerque, avec les projets de création de nouveaux bassins à l'ouest de l'agglomération et des perspectives positives en termes de logistique et donc de création d'emplois. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, le groupe littoral gagnant votera ce budget primitif 2017. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Kerkhoff. Merci, Monsieur le Président.
J'interviens au nom du groupe Rassemblement républicain pour un littoral en mouvement. Cette année encore, notre budget s'inscrit dans un contexte difficile de réduction des dotations de l'État, alors même que le champ de nos compétences ne cesse de s'élargir. Le budget 2017 qui vient de vous être présenté répond à cette contrainte par des choix courageux et porteurs de réelles ambitions pour notre territoire. Il traduit également notre volonté d'offrir aux habitants et aux entreprises du Dunkerquois un service public de qualité qui puisse les accompagner au quotidien. Ce service public de proximité, efficace, est une nécessité dans un territoire comme le nôtre. Pourtant, il est aujourd'hui menacé par la baisse continue des dotations et par la volonté de certains de faire du service public la variable d'ajustement des politiques budgétaires. Il est pourtant nécessaire à nombre de nos citoyens. Malgré ces contraintes budgétaires, l'esprit de solidarité nous anime. Solidarité avec les communes, solidarité avec les habitants, solidarité avec les entrepreneurs. En 2017, nous maintenons à leur niveau les taux de la taxe d'habitation et de la taxe sur le foncier, ainsi que ceux des contributions auxquelles nos entreprises locales sont assujetties. Mais pour faire face à la stagnation de ces ressources, la communauté urbaine poursuit ses efforts en matière de baisse de charges et recherche sans cesse les économies de fonctionnement en rationalisant ses dépenses, en favorisant les mutualisations. Alors faire preuve de solidarité et de responsabilité, c'est aussi poursuivre notre engagement auprès des communes à travers la dotation de solidarité communale. L'an passé, cette dotation s'élevait à 46,7 millions d'euros. Elle est en 2017 augmentée de 500 000 euros. Ces efforts de gestion nous permettent de maintenir un niveau d'investissement important. Pour la période 2016-2020, la part consacrée aux investissements, définie dans le cadre de notre plan pluriannuel d'investissement, devrait être en moyenne de l'ordre de 75 millions d'euros par an. L'investissement public, qui se traduit par la construction d'équipements, par la rénovation des voiries, est indispensable au développement économique de notre territoire et à l'emploi. Il est une composante essentielle à la réussite de nos objectifs, tels que nous les avions définis lors des États généraux de l'emploi local. Mais combien de temps pourrons-nous encore porter cette ambition nécessaire et au prix de quels sacrifices pour nos administrés et nos agents ? Mais puisque nous sommes à quelques mois d'échéance électorale essentielle pour notre pays, nous réaffirmons ici l'importance du service public et des collectivités locales au cœur de tous les débats. Sans ce service public de qualité, sans les collectivités locales, nombre d'habitants, nombre d'entrepreneurs seraient démunis. Nous tenons ainsi à remercier vivement les services pour leurs efforts et à saluer la qualité de leur travail, malgré ces temps difficiles. Ce budget qui nous est présenté aujourd'hui est un budget sérieux et équilibré, qui permet de maintenir l'ensemble des services aux habitants. Il nous permet également de porter nos projets pour le Dunkerquois, tels que la construction de la nouvelle patinoire, la rénovation du stade Tribu ou la maison de village de Krawick, le festival d'agglomération et bien sûr les nombreuses actions engagées dans le cadre des États généraux de l'emploi local. C'est ainsi, Monsieur le Président, que le groupe Rassemblement républicain pour un littoral en mouvement votera ce budget 2017. Merci. Monsieur Emery. Oui, Monsieur le Président, je romprai avec la belle harmonie des orateurs précédents qui, sans même avoir posé de questions au vice-président, ont annoncé leur vote. Moi, j'ai un certain nombre de questions à poser à Monsieur le vice-président et c'est en fonction de ces questions que je reviendrai vers vous, pour des réponses aux questions que je reviendrai vers vous pour une explication de vote. Dans les documents qui nous sont donnés, le nombre d'habitants, année après année, apparaît étonnamment stable. C'est une surprise puisque dans les villes, nous constatons une baisse du nombre d'habitants. La presse s'est fait l'écho d'une baisse du nombre d'habitants. Donc, j'arrive mal à comprendre pourquoi les statistiques qui nous sont données montrent un nombre d'habitants parfaitement stable. Cela n'est pas innocent parce que, effectivement, quand on divise par 203 000 ou quand on divise par moins de 200 000, on ne trouve pas les mêmes chiffres par habitant, en particulier en termes de dette et d'impôts. Deuxième question, Monsieur le Vice-président, y a-t-il des recettes fiscales attendues du terminal méthanier ? Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, en 2007, lors du débat public, lorsque
le terminal méthanier, ce chantier est venu en débat, il était annoncé que cela procurerait aux collectivités 30 millions d'euros de recettes fiscales en plus, à peu près 25 millions au niveau de la taxe professionnelle devenue pour partie cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée, et 5 millions de taxes foncières. Je ne vois pas dans la prospective qui est la vôtre apparaître ceci. Je voudrais également que vous nous disiez quel est le coût de la campagne de propagande avec les faux vrais gens, puisque on sait que ça a défrayé la chronique, qu'on nous présentait des vrais gens qui allaient donner à la Fondation, mais nous y reviendrons dans d'autres séances. Donc je voudrais savoir à la fois le coût de cette campagne et pourquoi, une fois la supercherie découverte, il n'a pas été décidé de l'arrêter. Il y va du respect des gens. Quatrième question, vous avez annoncé le démarrage des travaux de DK+ de mobilité. Nous sommes intervenus au Conseil régional dans ce sens. Je suis intervenu en Conseil de communauté. Je vous le redemande. Comptez-vous mettre en place un fonds de dédommagement des acteurs économiques qui vont être fortement impactés par ces travaux? On a les exemples de Douai, de Belfort, d'un certain nombre de villes où il y a eu jusqu'à 30 ou 40% de baisse du chiffre d'affaires. Vous avez été étonnamment silencieux sur le coût des clandestins pour notre collectivité. J'ai retenu de votre propos, monsieur le vice-président, à la dernière séance, qu'il y en avait eu pour environ 500 000 € en 2016. Est-ce que nous avons une idée de ce que sera ce coût en 2017 ? Un vrai coût, parce que, par exemple, il y a les ordures ménagères qui sont assurées aujourd'hui à ce camp. Un certain nombre de personnes ne paient ni taxe d'habitation ni taxe foncière, mais ont l'ensemble des services publics. Ensuite, une autre question, assainissement non collectif. Nous avons en ce moment des remontées d'informations du côté des moires sur lesquelles il est procédé au contrôle des installations avec des obligations de travaux qui peuvent monter jusqu'à 8 ou 10 000 €. C'est une mauvaise surprise pour les gens qui ont rejoint la communauté urbaine. Que comptez-vous faire? Comptez-vous prendre en compte cette demande? Ensuite, je n'ai pas vu, ou peut-être ai-je mal lu, ce qu'il en est de l'évolution de la dette. Vous avez annoncé ce que serait l'évolution de la dette de l'année 2016 à 2017, puisqu'elle va passer de 369 à 413 millions d'euros. C'est un vrai sujet parce que, parallèlement, on a une évolution de l'épargne qui va sans cesse diminuant, puisque le ratio de l'épargne nette, qui était de 0,90 en 2013, est passé à 0,91, puis 0,93, et puis il est maintenant à 0,96. En clair, cela veut dire que l'épargne nette est de 4%, et de 4% des recettes de fonctionnement. Vous l'avez vous-même dit, monsieur le vice-président, une épargne nette de 5,2 millions d'euros pour financer 75 millions d'euros d'équipement brut. Je ne sais pas comment on pourra continuer à y arriver. Je crains que nous allions à marche forcée vers la faillite. Et puis également, est-ce que vous pourrez nous donner une visibilité sur la fiscalité? Parce que quand on regarde l'évolution des impôts par habitant de la CUD, mais moi qui suis aussi un élu de Dunkerque, par exemple, en 2014, nous étions à 1 095 € par habitant, les deux collectivités confondues. Nous sommes passés à 1 152 €. Cela ne peut plus continuer. La vraie solidarité, c'est la baisse des impôts qui laisse à chacun le fruit de son travail. Donc, est-ce que vous pouvez, monsieur le vice-président, nous donner des perspectives sur cela, et en fonction de cela, je verrai quelle position de vote je prends et je reviendrai vers vous. Monsieur Bailleul. Je n'ai plus d'orateurs inscrits. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, félicitations à la présentation didactique et pédagogique du vice-président Christian Hutin, malgré la technique qui lui a fait défaut. La diapositive est restée coincée, selon son expression. Le Rassemblement solidaire communautaire, bien évidemment, votera
votera pour ce budget, car c'est un budget et c'est pas facile, qui allie proximité, les ateliers linguistiques, l'expérience des cantines, les bons seniors pour les seniors âgés de 70 ans, l'idée d'aller plus loin auprès des enfants dans l'alimentation et la santé qui passe par l'assiette, le plan de rattrapage des voiries, très apprécié dans chacune de nos communes, alliant action de proximité, alliant action économique, le FIC, très souvent je reviens vers vous avec des accompagnements, des aides aux entreprises, ces entreprises qui créent de l'emploi, qui génèrent de nouveaux brevets, de nouveaux dispositifs, souvent très innovants. La turbine, budget alliant action de proximité, action économique, grand projet également. On en a parlé tout à l'heure, Isabelle Kerkhoff le disait. Le stade Tribu, la patinoire, la maison de Créwick, ou encore le projet de territoire Laglo au fil de l'eau qui continue d'évoluer. Budget alliant cadre de vie, c'est essentiel aujourd'hui. On y arrive notamment grâce au grand projet de mobilité porté par Damien Carême, cette idée de transformer la ville, transformer les villes grâce au dispositif de transport nouveau, plus rapide et aussi gratuit qui se met en place. On est convaincu à la communauté urbaine, on l'a dit, c'est dans notre projet communautaire que pour gagner ce combat de la proximité, c'est pas simple pour une intercommunalité d'être proche de ses habitants. Pour gagner ce combat, il nous faut améliorer la ville, améliorer les villes. Quelque part, être mieux dans la ville pour être mieux dans la vie. C'est un peu l'idée qu'on essaye depuis 3 ans de faire. Alors oui, nous voterons bien évidemment ce budget, car c'est toutes ces composantes qui permettent de faire que notre territoire reste un territoire dynamique, reste un territoire agréable à vivre. Oui, c'est de plus en plus difficile pour le faire. Oui, certaines années, à la communauté, c'était peut-être plus simple d'investir. Aujourd'hui, on l'a tous dit, les baisses de dotation, les baisses de dotation croisées. Christian n'hésite jamais à nous parler du fameux FPIC. Tout ça fait que tout doucement, nous arrivons à être à la communauté urbaine, comme dans les communes depuis plusieurs années, saignés à blanc. L'État nous saigne aujourd'hui véritablement. Si j'osais, je dirais qu'il nous mettrait tout nus. Bientôt. Alors, comment faire ? Comment faire dans ces cas-là ? Il nous faut continuer de mesurer l'importance des économies en fonctionnement. Elles sont maîtrisées aujourd'hui, on le voit dans le budget, pour privilégier au maximum l'investissement. Sur quelques propos que j'ai entendus, des termes forts, on va vers la faillite. Écoutez, monsieur Emery, en tant que maire de Coude-Kirquebranche, j'ai malheureusement connu en 2008, à mon arrivée, une situation de quasi-faillite, où on avait peut-être 2 mois de trésorerie devant nous et 40 ans d'endettement. Je peux vous dire qu'on en est, et je peux le dire avec une certaine expérience, très loin aujourd'hui à la communauté urbaine. Oui, annoncer un peu doctement, de manière comme ça, il faut plus d'investissement. En baissant les impôts et en créant de l'épargne nette, en offrant plus de services publics, on peut le dire. Hein. Et après, c'est moi qu'on qualifie de magicien. Non, là, celui qui est capable de baisser les impôts, d'investir plus, en créant de l'épargne nette et en maintenant le service public, c'est qu'il n'a pas compris l'équation dans laquelle on est aujourd'hui. On fait des choix, on fait des arbitrages. Les arbitrages ont été décidés entre nous dans un projet communautaire. Pas de pression fiscale supplémentaire, on s'y tient. La volonté d'amener notre communauté urbaine plus proche des gens, on s'y tient. Créer des équipements nécessaires, on s'y tient. Mais à un moment, on ne peut pas nous demander de le faire sans aller chercher l'argent. Sans aller chercher l'argent en l'empruntant, notamment sur des marchés financiers qui, aujourd'hui, le permettent. Dans certains cas, il est plus intéressant aujourd'hui d'emprunter sur le marché car l'argent coûte moins que directement de le sortir de notre épargne nette ou brute. Ça n'a aucune importance dans le terme. Voilà ce que je souhaitais répondre sur ce propos qui pourrait, quelque part, en inquiéter quelques-uns. Serions-nous au bord de la faillite ? Loin de là, et les chiffres ne mentent pas. Les faits ne mentent pas, nous en sommes très loin.
Alors, des vrais gens qui donneraient à cette fondation, Monsieur le Président, j'en connais au moins 2. Juste à côté de moi et votre serviteur. On est vrai, même pas mou, enfin un petit peu. Vous pouvez nous toucher. Il y aura des vrais gens qui donneront à cette fondation. Je trouve dommage qu'une campagne de communication qui peut avoir à un moment donné un écueil devienne le leitmotiv premier pour essayer de critiquer quelque chose qui est unique sur le territoire, une fondation qui va créer de l'emploi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bailleul. Monsieur Hutin, vous souhaitez apporter des éléments complémentaires ? Oui, pardon. Merci, Monsieur le Président. Alors, quelques réponses. Merci à Damien. Je pense qu'il insistait sur 2 choses. Damien, c'est sur la transition énergétique sur laquelle on est particulièrement en pointe dans cette communauté, comme on est en pointe sur la solidarité nationale. Et s'il y a 2 points, en effet, et tu as raison de le faire, qu'il faut mettre en valeur, c'est qu'on est même plus au stade expérimental. On est au stade unique en France et ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui est... aucune communauté urbaine, aucun EPCI en France n'est aussi solidaire avec l'ensemble des communes. Il y a encore à améliorer sur la solidarité, c'est certain, c'est ce qu'on fait tous les ans. Et je pense qu'aucune, peut-être Grenoble, qui travaille avec nous sur les assises de l'énergie, est à la pointe aussi, mais je ne vois pas d'autres agglomérations qui sont au même niveau. Et on parlait de la gratuité des bus. Moi, j'ai été président d'Atmo Nord-Pas-de-Calais et président d'Atmo France pendant... On se battait encore, il y a 5 ou 6 ans, pour expliquer ce qu'étaient les particules fines. Et on n'avait jamais un quart de poil d'article dans un journal pour expliquer ça. Je me suis battu pour essayer de faire passer la qualité de l'air à la météo pendant plus de 5 ans. Ça n'a jamais marché. Et ça commence à venir. Donc les choses progressent et c'est une excellente chose parce que le nombre de morts, c'est dramatique, quoi. Voilà. 42 000 par an, morts anticipées. Hein. C'est pas la même mort que l'amiante. C'est des gens qui meurent d'une manière anticipée. Mais 42 000 par an, c'est pas rien. Et donc je pense que notre communauté urbaine est très en avance sur ces 2 sujets, solidarité intercommunale et puis transition énergétique. Merci à Bertrand aussi d'avoir clairement expliqué ce que pouvait être la commande publique. Et la communauté urbaine, les communes, sont 2 éléments qui sont majeurs, voire quasiment principaux, même dans notre agglomération. Et ça donne du travail. Un jour, il faudra peut-être faire l'étude de ce que donne en matière d'emploi, de temps plein, les communes et la communauté urbaine sur notre littoral. Et on verra que c'est quelque chose de gigantesque. Et heureusement qu'on est là pour que ça continue à fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a les projets, il y a ces 75 millions, plus les projets des villes. Et ça, c'est aussi un élément qui est indispensable. Merci d'avoir appelé aussi la GEMAPI, parce qu'il y a du boulot sur un certain nombre d'écluses, il y a du boulot sur un certain nombre de wateringues, de watergans. Et il vaut mieux qu'on ait levé cette taxe qui reste modeste pour les Dunkerquois, mais qui est obligatoire, on peut le rappeler aussi. Et on a décidé de la laisser à un niveau modeste, ce que n'ont pas fait d'autres EPCI également. Mais il vaut mieux qu'on s'en occupe maintenant plutôt qu'on se retrouve comme dans 56 ou dans 54 avec Rosendal inondé, les Moires inondées, tout ça parce qu'il y a une écluse qui aura lâché sur une période de grande marée, quoi, par exemple. Les dégâts seraient bien plus considérables. Le haut niveau de service, Bertrand l'a dit aussi, je pense qu'on est une des communautés urbaines où il y a l'un des plus hauts niveaux de service en France et on peut s'en féliciter. Merci Isabelle d'avoir rappelé aussi ce que j'essaie d'exprimer à chaque fois, la vraie contrainte budgétaire. Et malgré cette contrainte budgétaire qui nous est imposée par l'État, on a quand même une solidarité qui est énorme. J'en parlais pour les communes comme l'avait fait Damien, pour les habitants aussi, parce que le service, prendre un service, l'assainissement, c'est un truc qui marche super bien sur la communauté urbaine. Je ne connais pas beaucoup de monde qui se plaigne. Non mais très franchement, on appelle, il y a un type qui vient avec sa caméra. Avant, c'était le tambour-major de Saint-Paul, c'était Cacaille, mais il a pris sa retraite. Et ben, c'est quand même rare de pouvoir avoir une telle efficacité. Et puis, notre service de ramassage des ordures ménagères est plutôt performant pour ceux qui vont en vacances ailleurs, qui ont la chance d'y aller.
Il y a des endroits en France où c'est beaucoup moins propre que ce que peut être notre commune, où il y a des grandes bennes dans tous les coins et tout le monde va mettre tout et n'importe quoi. Et je pense qu'on a à ce niveau-là, au niveau qualité environnementale aussi, quelque chose qui fonctionne bien. Et puis Roméo s'en occupe très bien aussi. Maintenant, on a le verre. C'est fort bien que le verre soit à part. Je trouve que c'était quelque chose qu'on aurait peut-être pu faire avant, mais c'est une question aussi de finances. Mais ne serait-ce que pour les gens, il faut penser aussi aux gens qui trient. Et quand on peut se couper avec des bouteilles quand on trie à Tricélac, c'est des choses qui ne doivent pas se voir. Voilà. Et ça, c'est aussi une belle chose. Isabelle a précisé que ce budget était rationnel et responsable. C'est un peu ça. On essaie d'être responsable en essayant de faire des économies dans les services, et je tiens à les remercier. David, merci de cette analyse qui parle d'un combat pour la proximité. Je crois qu'on est en train de réussir une gageure qui est d'avoir une communauté urbaine qui est un ensemble de communes, une entité, et de conserver une proximité avec chacune des communes, en particulier par la conférence des maires, avec la dotation de solidarité, avec le fonds de concours pour les plus petites communes. On est à l'équilibre entre ce que doit être une grosse structure qui part en groupe, et on est beaucoup plus fort quand on est tous ensemble. Et David l'a dit aussi, on a gardé cette proximité entre et je pense que le fait que les vice-présidents aient désormais leur budget et puissent eux-mêmes organiser par rapport à leur budget le financement d'un certain nombre de projets et arbitre, ça a changé les choses et ça a permis de garder cette proximité. David a dit aussi, on a une baisse de dotation qui est absolument scandaleuse. Moi, je suis presque partisan un jour, alors la DGF et le FPIC, mais un jour, il faudra faire une jacquerie, quoi. Non, mais que les choses soient claires. Il y a un jour, il faudra que les élus, les habitants, on aille leur offrir une galette des rois, comme le fait David, et leur montrer un peu comment ça fonctionne, quoi. Parce que tant qu'il n'y aura pas une jacquerie des élus qui font la richesse d'un territoire national, je suis désolé, le Dunkerquois et sa zone industrielle, c'est une richesse nationale. Il y a une centrale nucléaire, elle fournit l'électricité à un quart de enfin, combien ? Oui, à peu près le quart nord de la France. Il y a des risques dans une centrale nucléaire. On les a acceptés. Il y a des usines, il y a 17 usines sites Céveso. On accepte les risques. Et on nous les fait payer en plus. C'est proprement scandaleux. Donc il faudra un jour qu'on fasse une petite jacquerie et qu'on se révolte si ça continue comme ça. Parce que la baisse de dotation, c'est pour tout le monde, ok, mais si en plus, on nous reprend en plus sur notre travail, sur le travail des types qui travaillent chez Polyméry, chez Arcelor, etc., et qu'on leur reprend encore la richesse qu'ils n'ont pas le droit d'avoir dans les services qu'on peut leur donner, on est dans le domaine du scandale. Et en plus, dans une zone industrielle, tout le monde sait qu'il y a toujours des risques. La preuve, il y en a encore quelques usines qui ont fermé. On a la chance d'avoir des nouvelles usines qui arrivent, heureusement. Mais et après, on a le risque industriel, c'est-à-dire la précarité qui peut très très vite arriver avec quelques milliers de chômeurs supplémentaires. Là, ils vont continuer à s'en moquer. Et ça ne va pas. Parce qu'on a nos CCS qui fonctionnent à plein. On a des risques industriels pour la santé, etc., qui sont réels. Et en plus, on vient nous piquer notre pognon pour l'envoyer chez des gens qui n'en ont pas besoin, quoi. C'est quand même absolument scandaleux. Et un jour, il faudra qu'on bouge d'une manière beaucoup plus vive. Moi, j'en suis partisan. Quand je dis une jacquerie, ça me semble pas mal, ça. Une pâtisserie, si vous voulez. Ça sera le mix entre pâtisserie, la pâtisserie de David et le prénom de notre président. Voilà. Alors, je vais répondre aux questions de M. Emery, volontiers. Le nombre d'habitants est identique parce que, comme vous l'avez constaté, il y a des villes et des villages qui ont un nombre d'habitants qui augmente. Il y a des villes et des villages qui ont un nombre d'habitants qui diminue. Et tout ça, cette année, pour l'agglomération, c'est tout simplement équilibré. Clairement. Maintenant, on peut discuter de l'INSEE. J'entendais des maires j'ai eu des contacts avec eux, qui critiquaient le mode de fonctionnement de l'INSEE, parce que c'est nous qui payons. Ça aussi, c'est assez terrible, parce que ce sont les maires qui payent leur propre recensement. C'est fort, alors que c'est l'État. Et voilà. Et la manière dont c'est fait est plutôt péjorante pour les villes.
L'INSEE préfère qu'il y ait moins de monde. Évidemment, l'État paye moins. Et le calcul est fait d'une manière assez aléatoire. Je sais qu'il y a un maire, il n'y a pas longtemps, qui a même refusé de faire le recensement. Ce sont des maires du sud de la France ou du Massif central, je ne sais plus, et qui ont décidé de boycotter et qui négocient tous les ans avec l'INSEE et le préfet la manière dont est fait le recensement. Et très sincèrement, je ne suis pas sûr du nombre d'habitants que j'ai à Saint-Paul par rapport à l'INSEE. Pas sûr du tout. Nous, on est, pour vous donner, Saint-Paul, qui est dans le Grand Dunkerque, mais qui a ses comptes à part, on doit être à 21 097. J'en suis pas sûr. Je pense qu'on est un peu au-dessus. Mais, et le calcul, je ne suis pas sûr qu'il soit très, très fiable. Maintenant, c'est un autre sujet. Mais pour la communauté urbaine, avec les chiffres qui nous ont été donnés, il y a des communes qui ont augmenté leur population, il y a des communes qui ont diminué. Mais sur l'ensemble, on est à 202 000, 203 000. Voilà. Deuxième question, les recettes fiscales estimées, c'était pour le terminal méthanier. Alors, le premier, il n'y a qu'un bateau pour le moment. On est au tout début de l'exploitation. Donc, très clairement, elles n'ont pas été comptabilisées sur ce budget. On attend de voir ce que ça va donner. Ce qui me semble de bonne gestion. On ne va pas aller chercher de l'argent qu'on n'a pas pour le moment. Et on ne sait pas exactement ce que ça va nous donner. Ce sera du plus. Par contre, où on peut être content, c'est qu'il y ait un terminal méthanier, quoi. Et ça, c'est une belle chose. Alors, il n'y a pas beaucoup d'emplois, nous sommes bien d'accord. Par contre, pour les taxes portuaires et pour la communauté urbaine, c'est une vraie richesse. Et ça, on peut vraiment s'en féliciter. Troisième question, c'était la campagne sur la fondation. Mais elle est merveilleuse, cette fondation. Je suis désolé, si tout le monde peut donner quelque chose, ça tournerait... C'est difficile de faire une fondation sans faire appel aux dons et sans se faire connaître. Alors, il y a eu un bug de communication, oui. Vous savez, mais bon, il est assez modeste. C'est assez classique. Je ne suis pas sûr que... peut-être qu'il y aura des élections dans les mois qui viennent, ça peut arriver. Je ne suis pas sûr qu'aucun d'entre nous n'ait jamais fait appel, un jour ou l'autre, à une banque de données photographiques. Et je suis sûr que dans votre parti, ça se fait aussi. Dans le mien, ça a dû se faire. Ça peut arriver. C'est un bug. C'est pas pour ça qu'il faut pénaliser cette fondation. Loin de là. Et c'est même plutôt pour ça qu'il faudrait essayer de donner d'une manière supplémentaire. Faut pas hésiter, quoi. Voilà. Et je pense que s'il y a 10, 15, 20 personnes qui retrouvent du boulot dans les années qui viennent, dans l'année qui vient avec ça, eh ben, on aura plutôt gagné. Et on aura très vite oublié que... Parce que des vrais entrepreneurs, des vrais gens, on aurait pu les trouver aussi si on avait voulu. Mais ça s'est fait comme ça et ça a été plus vite. L'idée était de dire « soyez généreux et donnez ». Voilà. C'est ce qui, Monsieur le Président, pourra peut-être compléter ma réponse, mais je pense qu'on est d'accord sur ce sujet. Sur DK Mobilité et les fonds d'indemnisation, la commission, Damien me disait que c'était la troisième fois que vous nous posiez la question. C'est ça, oui. Donc la commission a été créée, nous l'avons votée en novembre 2015. Le fonds existe et les dossiers commencent à être examinés en fonction des pertes dues aux travaux, aux commerçants. Exemple, tout ce qui est le long de la RNA à Saint-Paul, il y a des gens qui vont avoir à souffrir de ces travaux, et ben, ils seront indemnisés de cette manière-là. Comme déjà un certain nombre de fonds à la communauté urbaine ont fonctionné, et je tiens à le préciser aussi, quand on a eu les soucis au niveau du pont du Triangle, la communauté urbaine a aidé un certain nombre de commerçants, ils étaient 4 ou 5, tout au moins ceux qui ont bien voulu donner leur bilan, parce qu'il arrive aussi que le pharmacien, par exemple, n'a pas voulu donner son bilan. Bon, là, je ne peux rien faire. Par contre, on a sauvé un certain nombre de commerces. Malheureusement, il y en a un qui n'a pas pu tenir, mais c'est pas dû à ça. C'est un incident de four qui est malheureusement... Mais sinon, ils s'en sortaient bien. Et ils ont été soutenus. Le café tabac a résisté en particulier à cause de ça, parce qu'il y avait une baisse terrible de son activité. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien dans la communauté urbaine. Et donc, ce fonds existe depuis novembre 2015. Alors les migrants, Damien pourrait préciser, mais nous avions voté l'année dernière un fonds de 500 000 euros, qui est les fonds qu'on appelle d'urgence, en cas d'aléa, que ce soit un aléa migratoire, que ce soit un aléa climatique, que ce soit un aléa... et les 500 000 euros ont été versés à la ville de Grande-Synthe. On était d'accord avec M. le maire de Grande-Synthe, avec Damien, pour que ce soit une fois, pour aider à l'installation.
Et le deuxième accord qu'on avait, c'est s'il y a un remboursement de l'État, ce qui serait assez légitime dans ce cadre-là, la commune de Grande-Synthe s'est engagée à rembourser ces 500 000 euros qui sont donc c'est un prêt en espérant que l'État tienne ses engagements à ce niveau-là. Ces 500 000, d'ailleurs, ne sont pas perdus, puisque cette année, nous avons pris la décision commune de les mettre sur la sécurité. C'est-à-dire que les villes qui organisent des manifestations, vous savez que ça devient très compliqué. Et donc, une partie de cet argent, il n'y en aura peut-être pas pour 500 000, d'ailleurs, il y en aura peut-être un peu moins, sont dévolus à l'organisation de la sécurité, en particulier pour les grandes manifestations. Je pense au carnaval, où il peut y avoir un risque manifeste, ou au salon de la bande dessinée à Fort-Mardic, par exemple. Ou la fête de la nature à Coudekerque. Sur l'assainissement et les moires, là, Jean pourra peut-être répondre, je pense beaucoup mieux que moi, parce que là, j'avoue que je... Les raccordés, les non raccordés et les non raccordables. Les factures ne sont pas les mêmes. Ces gens-là regardent bien leurs factures. Peut-être un micro pour Jean qui peut vous répondre sur les moires, peut-être, je sais pas. Bien, il est dit depuis 2001 que dans notre territoire, il y a les raccordés, les non raccordés et les non raccordables, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'eau et pas de système. Et ceux qui sont raccordés, ben, ils payent plein pot, c'est sûr. Ceux qui sont raccordés, mais où il faut un assainissement autonome, ils doivent payer sur 5 ans 94 €. Mais leur facture, tous les mois, tous les ans, n'est pas la même que ceux qui sont raccordés, qui regardent et qui comparent les différentes factures. Et là, je pense qu'ils n'ont pas comparé. Et c'est vite balancé et c'est regrettable. Pour compléter sur, Monsieur le Président. sur ce point. Hein, Monsieur le Président. Merci. Oui, donc il y a des aides et il y a un délai pour se mettre aux normes. Je pense qu'il faut le rappeler. Il y a des aides au niveau de l'agence de l'eau. Il y a un délai qui est accordé. Mais c'est vrai que dans la communauté urbaine, on veille à appliquer la loi, à faire en sorte que l'assainissement non collectif se soit fait dans les règles. Parce que sinon, si on veut des qualités des eaux de baignade de bonne tenue, il n'y a pas de mystère. Il faut traiter l'assainissement, qu'il soit collectif ou non collectif, c'est ce qu'on fait. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a été reconnu, qu'on a obtenu la norme ISO récemment au niveau des services d'assainissement de la communauté urbaine, et on fait en sorte de réduire les points durs. Et comme la commune de Jean de Coll est rentrée récemment dans la communauté urbaine, on fait en sorte que progressivement d'harmoniser l'assainissement non collectif avec ce qui est fait au sein de la communauté urbaine, afin que ce soit aux normes totalement. Voilà, merci. Merci, M. Hutin. Il reste 2 points à répondre, et puis après, voilà. Simplement sur la dette, c'est toujours comme on l'a dit, il n'est pas question pour nous de dépasser les 8 années d'endettement. Nous ne les dépasserons pas. Ça nous semble le seuil à ne pas dépasser. Vous savez qu'on a une surveillance qui est établie régulièrement par, cette année, c'est Standard & Poor's, hein, c'est ça? Oui, qu'on doit rencontrer bientôt avec Cédric Sockel. Oui, je pense que c'est dans 1 mois ou 1 mois et demi. Et cet organisme, c'est volontaire. On se fait nous-mêmes contrôler pour voir comment ça se passe. Et il n'y a pas de risque majeur pour la communauté urbaine. Il y a un plafond de verre que nous ne dépasserons pas. Et je terminerai en disant que nous proposerons, et c'est quand même pas mal par rapport à tout ce qu'on nous pique, tout ce qu'on nous vole, tout ce qu'on nous spolie, eh bien, malgré tout ça, nous ne proposons pas d'augmentation de taux sur l'ensemble des taux qui dépendent de la communauté urbaine. Voilà, Monsieur le Président. Maintenant, j'espère qu'avec vos réponses, vous allez aller dans l'harmonie et vous allez voter le budget. Harmonie. Merci, M. Hutin. Je pense que l'ensemble des explications que vous avez apportées sont très claires. Elles montrent aussi le bon équilibre, je pense, pour ce budget, entre l'ambition de développement du territoire, qui est absolument essentielle, l'ambition aussi autour du quotidien de la population, qui nous tient tous à cœur, notamment en tant que maire, et l'effort de solidarité collective entre communes, solidarité individuelle. Vous l'indiquiez, M. Hutin, juste parce que vous l'indiquiez, hein, sur la question de la fondation. Moi, je trouve que la fausse polémique entretenue par M. Emery sur la campagne de communication, je la trouve simplement ridicule, en tout cas pas du tout à la hauteur des débats de ce Conseil. Si vous vous renseignez, M. Emery, vous saurez que c'est la pratique dans ce genre de campagne de communication, que toutes les agences de communication vous diront qu'on n'expose pas
des personnes comme ça en 4x3 dans une ville quand on lance une fondation. C'est comme ça que ça se fait, toujours. Et si ce sont ce type d'arguments qui sont exposés dans notre conseil, si vous n'avez que ça, ben, je trouve ça bien triste. En tout cas, ça réduit franchement le débat sur un budget à une hauteur bien basse. Voilà, là ce que je pense. Sur ce, je vous propose de passer au vote. Une explication de vote, c'est court, Monsieur Emery. Allez-y, donnez la parole à Monsieur Emery pour une explication de vote, donc très courte. Je pose cette question, je vois que vous ne pouvez pas vous empêcher d'attaquer personnellement la personne en disant que c'est ridicule, que c'est extrêmement bas. C'est votre manière habituelle de travailler qui est une manière irrespectueuse. Je constate que Monsieur le vice-président n'a pas répondu sur le coût de la campagne. Je veux simplement constater que les dépenses de fonctionnement de la communauté urbaine et de la ville de Dunkerque s'élèvent à 3 154 € par an, que la moyenne de la strate est de 1 991 € par an. Les chiffres ne mentent pas. Comme l'a dit le vice-président Bailleul, seuls les menteurs peuvent manipuler les chiffres. Que les impôts augmentent, que les dettes augmentent. Je n'ai pas eu de réponse sur l'évolution de l'épargne et l'évolution de la dette. Ceci m'amènera donc à voter contre ce budget principal. Quelle surprise. Et je vous demande, Monsieur le Président, parce qu'il faut aller dans la nuance, vous nous faites voter en même temps, d'une seule manière, ce qui est montré toute la considération que vous avez pour cette Assemblée, un budget principal, un budget d'ordures ménagères, un budget d'assainissement, un budget transport, le budget de la ZAC de Lonne-Plage et le budget GEMAPI. Eh bien, moi, je considère que j'ai l'intelligence d'avoir des votes différents selon les budgets et je vous demande de pouvoir voter budget par budget, comme c'est la loi. Quelle prétention. Non. Très bien. Si vous avez l'intelligence. Alors, délibération numéro 1. J'ai donc à votre compte de Monsieur Emery. Tous les autres sont pour. Je vous en remercie. Monsieur Hutin, je vous passe la parole pour le reste des délibérations. Oui, ce sont des... Vous expliquez, vous donnerez au service votre vote. Vous donnez au service votre vote, c'est très bien, vous avez parlé à ça. Vous n'avez aucune considération pour ce Conseil en ramenant des polémiques stériles et ridicules. Monsieur Hutin, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, les 8 points qui suivent sont donc des points qui découlent de la présentation du budget. Si vous voulez bien, je vais tous les faire en même temps, Monsieur le Président. Oui, voilà. Alors, donc, le premier point, fiscalité locale, le vote des taux d'imposition. La délibération qui est proposée est donc le maintien des taux à l'identique d'une année sur l'autre. Deuxièmement, l'autorisation de programme. Vous savez qu'on a des autorisations de programme maximum par année. C'est nouveau. Comme ça, on identifie bien ce qu'on dépense, ce qu'on a prévu, ce qu'on dépense. Et donc, vous proposez de la mise en œuvre de ce dispositif d'autorisation de programme et de crédit pour 2017. Ça permet une gestion pluriannuelle sur plusieurs exercices. Fixation des taxes, des redevances et prestations liées à l'assainissement. Je l'ai dit tout à l'heure. 1,5%, l'inflation classique, les bases, quoi. Subvention du budget principal au budget de la régie du port de Plaisance. Et c'était expliqué aussi dans le budget. Donc maintenant, nous avons décidé de la création d'une régie des ports de Plaisance. Il y a donc le budget communautaire y apporte une subvention, en particulier pour les amortissements. Donc il y a une subvention d'1,7 million qui est nécessaire à l'équilibre du budget à la suite du syndicat mixte Dunkerque-Neptune. La subvention du budget principal au budget transport, c'est de 10 millions pour l'exercice 2017, classique. Nous avons une provision pour risque parce qu'il y a un certain nombre de risques industriels communautaires que nous ne pouvons pas assurer, puisque nous avons fait un appel d'offres pour les assurer. Il n'y a eu qu'un seul assureur qui a répondu à des taux prohibitifs. Donc nous avons décidé de nous assurer nous-mêmes et nous mettons tous les ans une provision pour risque de 80 300 €. C'est réparti sur chacun des budgets. La gestion de la dette et de la trésorerie.
Comme je l'ai expliqué, il faut une délibération pour autoriser le président à signer un certain nombre d'emprunts, et ces choses doivent se faire assez vite puisque ça dépend souvent du taux et de la rapidité d'action. Et on a enfin le dernier point, les admissions non valeur. Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est ça, parce qu'il prouve que tout ça est plutôt bien géré. Le comptable public n'a pu recouvrer 6 000 euros pour le budget principal, 138 euros pour l'assainissement et 813 euros pour les ordures ménagères, ce qui témoigne quand même d'une belle efficacité. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Des interventions sur les délibérations 2 à 9. Monsieur Emery. Sur la délibération numéro 2, fiscalité locale, vote des taux d'imposition pour l'année 2017. Il y aura un vote contre. Je l'explique par le fait que lors de l'enquête publique sur l'installation du terminal méthanier, il avait bien été dit qu'au démarrage de ce terminal, il y aurait des recettes fiscales importantes. Vous avez bien voulu nous dire, monsieur le vice-président, que vous en attendiez, mais qu'elles n'étaient pas comptabilisées. Et à l'époque, nous avions conditionné notre soutien à ce projet au fait qu'une rentrée fiscale importante sur un territoire avec le même nombre d'habitants devait permettre de baisser la fiscalité. Je vois que les promesses ne sont pas au rendez-vous, mais nous en avons malheureusement l'habitude. Donc il y aura un vote contre cette délibération numéro 2. Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est l'âge. Très bien. Monsieur Hutin, vous voulez dire un mot, non? Non, mais je crois qu'on a été assez clair. Ce qu'on a retenu sur ce budget, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire on sait qu'ils sont installés, il y a une taxe foncière, on ne sait pas ce que ça va apporter. Moi, si l'année prochaine, je touche 15 millions, 12 millions, 18 millions, tant mieux, c'est merveilleux. Mais il faut aussi se rappeler qu'on est fragile sur d'autres industries. Il faut aussi se rappeler qu'on en a perdu quelques-unes, il y en a d'autres qui reviennent. Si on réussit à maintenir et à progresser sur ce territoire d'une manière économique, c'est formidable. Et le terminal méthanier en fera partie. L'année prochaine, je serais peut-être heureux de vous annoncer qu'on a 15 millions, 20 millions grâce au terminal méthanier, mais attendons l'année prochaine. Merci. Délibération numéro 2, donc qui est contre, qui s'abstient. Les autres pour, merci. Délibération numéro 3, contre, abstention. Très bien. 4, contre. J'ai pas compris. Explication de vote donc courte. Allez-y, madame. Vous savez, vous me dites toujours courte quand je dois parler, mais il y en a qu'il faut expliquer longtemps pour qu'ils comprennent. Donc c'est peut-être pour ça que c'est parfois un peu long. Sur redevances et prestations de la communauté urbaine liées à l'assainissement, je reviens sur le sujet que j'ai évoqué et auquel il n'a pas été donné de réponse. Il y a un certain nombre d'habitants de la commune de Guivelle-de-l'Émoire qui s'étaient fait contrôler leur installation lorsqu'ils avaient rejoint la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Maintenant qu'ils rejoignent la communauté urbaine, ils sont de nouveau soumis à un contrôle, donc contrôle de conception, contrôle de bon fonctionnement, puis ensuite il y aura le contrôle de bonne exécution, avec à la clé des travaux qui sont demandés, d'après les informations qui me remontent, de 8 à 10 000 euros. Donc ça veut dire que vous êtes dans une communauté de communes, vous êtes considéré comme ayant une installation qui fonctionne. Et on ne vous demande rien. Vous rejoignez une autre collectivité, une autre intercommunalité, et alors là, on remet les compteurs à zéro. Il y a quand même un vrai sujet, je dirais à la fois de respect de ces gens et d'un certain nombre de personnes auxquelles on va imposer un investissement des travaux pour 8 à 10 000 euros pour une mise en conformité qui, tout d'un coup, n'est plus bonne à la communauté urbaine alors qu'elle était bonne à la communauté des communes de Flandre. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Donc, vous m'apporterez la réponse aujourd'hui ou vous l'apporterez plus tard. Je l'ai mis sur la place publique et je voterai contre cette délibération sur les redevances et prestations 2017 liées à l'assainissement. En particulier, je considère que les gens qui rejoignent la communauté urbaine ne doivent pas avoir en quelque sorte une double peine, c'est-à-dire qu'une installation qui était conforme ne devienne pas au motif de changement d'intercommunalité.
Moi, j'avais le sentiment que ils étaient plutôt contents, au moins, de rejoindre la communauté urbaine. Voilà, donc bon, voilà. Donc, délibération numéro 4, on a compris votre vote, monsieur Emery. Les autres sont pour, je vous en remercie. Délibération numéro 5, qui est contre, qui s'abstient. 6, qui est contre. Allez-y, madame, donnez le micro. Oh. C'est quand même ahurissant d'entendre les soupirs quand un élu veut donner une explication de vote. Je veux dire, il faut se pincer. Il faut se pincer. Donc, la subvention du budget principal au budget transport. Il y a quelques années, la taxe du versement transport a été passée de 1,15 à 1,55%, ce qui est un mauvais coup porté à l'économie du Dunkerquois et aux entreprises. Et donc aujourd'hui que la provision a été actée pour financer les travaux, qu'en plus le conseil régional qui n'était pas parti au financement a décidé de verser 8 millions d'euros, il me semble normal que sur ce budget transport, du moins que la taxe versement transport soit ramenée du taux de 1,55 au taux qui était précédemment celui qui était en 2011, puisque le bus à haut niveau de service est désormais financé. C'est la raison pour laquelle je voterai contre cette délibération. Monsieur Emery, vous ne cessez de parler du passé. Je m'en fiche du passé. Moi, ce qui s'est dit il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 12 ans, on s'en fiche, quoi. Je veux dire, on est en train de regarder l'avenir. On a compris votre position sur la 6. Tous les autres sont pour. Je vous en remercie. Délibération numéro 7, qui est contre, qui s'abstient. Très bien. Délibération numéro 8, qui est contre, qui s'abstient. OK. Délibération numéro 9, qui est contre, qui s'abstient. Très bien. Tous les autres pour, merci. Délibération numéro 10. Lors de la séance de notre Conseil du 16 octobre 2014, nous avons procédé à la désignation de nos représentants au sein de la société publique locale Triselec. À l'Assemblée générale, nous avions désigné M. Roméo Ragazzo en qualité de titulaire et M. Jean-Philippe Titeka en qualité de suppléant. Au conseil d'administration, nous avions désigné M. Ragazzo et M. Titeka. Cette société, dont les 2 actionnaires sont la métropole européenne de Lille et la communauté urbaine de Dunkerque, a notamment pour objet l'exploitation et la gestion du centre de tri des déchets, la formation et l'insertion. Il est proposé aujourd'hui de procéder au remplacement de M. Jean-Philippe Titeka à l'Assemblée générale en qualité de suppléant et au conseil d'administration en qualité de titulaire. Je vous propose de procéder à un vote à main levée. Y a-t-il des oppositions ? Je vous en remercie. J'ai reçu la candidature de M. André Henbert, aussi bien à l'Assemblée générale en qualité de suppléant, ainsi qu'au conseil d'administration en qualité de titulaire. Y a-t-il d'autres candidats ? Non ? Très bien. Bah, écoutez, M. Henbert, de fait, vous êtes... Bravo. Bravo. C'est pas rien. Les 2 vétérans. Sur les décisions, vous avez reçu la liste des décisions prises en application de l'article L5211-10 du CGCT. Conformément au dispositif juridique, les explications que vous pourriez solliciter sur ces décisions vous seraient apportées par écrit. Avez-vous des observations à formuler ? Monsieur Emery, je vous passe la parole. Une demande sur la décision 71 qui concerne le protocole d'entente signé entre la communauté urbaine conjointement avec BGE Flandre Création et la ville de Shawinigan au Canada. Donc la demande est de savoir quel est le coût estimé de ce protocole pour la communauté urbaine de Dunkerque. Très bien, donc vous aurez la réponse par écrit. Monsieur Emery m'a fait parvenir par ailleurs 3 questions orales et un projet de motion. Monsieur Emery, vous avez la parole. Je vous propose de poser vos 3 questions. La première question est relative aux eaux de Fort-Mardic.
puisque nous avons été saisis de demandes concernant les conditions d'accueil des animaux au parc zoologique, et en particulier concernant les ours. Il y a une demande qui vous a été faite de pouvoir faire passer un vétérinaire pour examiner les ours. Actuellement, d'après les informations en notre possession, il n'y a pas eu de réponse favorable de la communauté urbaine. Donc, pouvez-vous nous dire quelles mesures ont été prises pour assurer le bien-être de ces animaux? Je vous propose de poser les 3 questions. La deuxième question est relative à l'emploi d'un haut fonctionnaire de la communauté urbaine qui a rejoint une autre collectivité, celle de Montluçon. Je vous avais interrogé à la dernière séance et aujourd'hui, je n'ai pas de réponse sur la problématique suivante. Est-ce que vous pouvez nous certifier que les titres de recettes émis vers la commune de Montluçon et l'établissement public de coopération intercommunale de Montluçon, c'est-à-dire le fait pour la communauté urbaine de se faire payer des rémunérations de cette personne alors qu'elle était mise à disposition, ont bien été émises et permettent d'assurer la sincérité du compte administratif 2015 qui a été soumis au vote du Conseil communautaire en 2016. En effet, cette personne a été mise à disposition à compter du 1er juillet 2015. Donc, est-ce que les 6 mois de cette rémunération ont été intégrés dans le compte administratif? Est-ce que celui-ci est sincère? Question numéro 3. Dans le cadre du développement économique du territoire, la communauté urbaine est aujourd'hui en litige avec la société Acopal Park, qui est à l'origine d'un projet de base de loisirs nautiques. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est à ce jour des projets de la communauté urbaine autour des lacs et des plans d'eau? Merci. Monsieur Rommel, je vous passe la parole pour la réponse à la question ressources humaines. Merci, Monsieur le Président. Je ne parle pas de l'ours, hein. C'était la question 2. Donc là j'ai eu une petite surprise quand vous m'avez passé la parole, je l'avoue. Mais sinon, en termes syndicaux, d'organisation syndicale et personnelle, c'est vrai que je n'ai reçu aucune plainte de l'ours. Donc, pour répondre à M. Emery, je pensais avoir répondu, je vous l'avoue, lors d'un conseil communautaire précédent où j'avais dit qu'il n'y avait pas de personnel CUD payé pour travailler à l'extérieur de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc là, il y a des précisions qui sont demandées. Donc je rappelle quand même qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc tout le personnel CUD qui travaille à l'extérieur, c'est soit qu'il est en détachement et donc payé par la collectivité ou l'organisation qu'il le reçoit, mais la CUD ne paye personne pour travailler à l'extérieur du territoire communautaire. Je le répète parce que je pensais l'avoir dit la dernière fois. En ce qui concerne la première question, c'est de certifier que les titres de recettes ont bien été émis vers la commune de Montluçon et de l'EPCI de Montluçon. Oui, nous avions répondu par lettre commandée en fin d'année dernière. Les titres ont bien été émis donc le 27 juillet 2016 est prise en charge par le Trésor public. Donc, dans tous les cas, ça va être suivi et Montluçon, je crois, commence à payer ou a commencé à payer. Ça, j'en suis pas sûr, mais c'est parti. La deuxième question, c'était de savoir si ça permettait d'assurer la sincérité du compte administratif. Il n'y a aucun souci au niveau du compte administratif, parce que, bon, comme l'action se chevauchait sur deux exercices, l'émission des titres est intervenue au terme de la convention, donc sera sur le compte administratif 2016. Donc il y a vraiment pas de souci là-dessus, parce que les collectivités publiques sont par nature solvables, donc les créances qui sont détenues contre elles sont recouvrées par le Trésor public qui dispose donc du pouvoir de contrainte auprès de la ville de Montluçon, comme auprès de n'importe quelle collectivité. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Donc je le répète, parce que je ne pensais pas réavoir cette question, il n'y a pas de personnel CUD qui est payé pour travailler en dehors du territoire communautaire. Il n'y a pas eu, avec M. Muller, parce que vous l'avez cité dans votre courrier,
Il n'a pas été payé par la CUD pour travailler ailleurs. Il y a eu un accord entre les Montluçon et la communauté urbaine de Dunkerque, et Montluçon paiera. Voilà, je crois que j'étais assez clair. Merci, Monsieur Rommel. Je cède la parole à Monsieur Dersin, qui va s'occuper des ours et des lacs. Voilà. Dans le Grand Nord. Très bien. Je n'ai pas l'intention d'ailleurs de mettre l'ours dans le lac. Mais en tout cas, je suis bien le spécialiste de l'ours. Alors, vous nous demandiez, monsieur, quelles mesures ont été prises pour assurer le bien-être des ours. Eh bien, je vous réponds, aucune. Pourquoi ? Parce que, bien, suite à la plainte donc d'une association, les services de l'État, mais également Brigitte Bardot, oui, avec sa fondation, n'ont noté aucune remarque négative, et donc rien n'a été formulé à cet égard, et je dirais bien au contraire, puisque le service de l'État et cette association Brigitte Bardot s'accordent sur le fait que les 2 ours nés en captivité ne peuvent être déplacés vu leur âge et que les soins qui leur sont dispensés sont conformes à leurs besoins. Enfin, en tout cas, si vous voulez vous en assurer vous-même, je vous conduirai moi-même dans la cage. Sur l'autre question, sur un litige, si vous voulez, pour qu'il y ait litige, il faut qu'il y ait plainte. Il n'y a jamais eu de plainte. Vous m'aviez déjà posé cette question par courrier du 4 février 2016. Je vous ai répondu le 3 mars 2016. Comme c'est la même question, eh bien, c'est la même réponse. Merci, bonne soirée. Merci, Monsieur Dersin. Vous avez tous également un projet de motion déposé par Monsieur Emery sur vos tables. Vous l'avez. Est-ce que vous souhaitez une présentation complémentaire de Monsieur Emery qu'il souhaite ? Très bien. Pour le vote, je peux considérer que c'est le même vote que pour la présentation. Je vous en remercie. Elle est donc rejetée. Nous en avons terminé avec notre conseil. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Je vous informe que notre prochain conseil de communauté devrait se tenir le 30 mars prochain. Bonne soirée à toutes et à tous.